Salut, aujourd'hui j'ai fait une petite sortie faire mes courses. Euh, ouais, j'ai pas le temps de sortir, j'ai pas sorti tout ce que j'ai acheté aujourd'hui en termes de courses, mais j'ai découvert pas mal de trucs. Je ferai la vidéo demain pour montrer ce que j'ai acheté en termes de végétalien. Mais déjà je vais montrer ce que j'ai acheté en, en CD de musique. J'ai acheté ça. Pour l'instant je suis en train de l'écouter. Euh, Ça m'a l'air sympa. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Je vais vous lire le titre de l'album. Ça s'appelle Big Black Delta. Je me suis acheté ça. Ensuite, je me suis acheté celui-ci. Il est encore sous blister, hein. C'est un truc de film, hein. C'est le 13e guerrier. Il est sous blister. Ça, c'est un BO de film. Ensuite, je me suis acheté. En plus, il y a les prix encore dessus. Lui, il s'appelle euh, Ac- Activist Outside the Box. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, on voit le prix, hein. Ils sont pas chers du tout. Ensuite, je me suis acheté celui-ci. Il s'appelle. En fait, je prends les CD et je sais pas si je vais aimer ou pas. Je les prends par rapport à la jaquette. Je me dis, bon, si j'aime pas, j'aime pas. Et si j'aime bien, tant mieux. Même si j'aime pas, je me dis, c'est quand même de la musique et c'est culturel. Et je vois la musique un peu comme une œuvre d'art. Donc, je me dis que c'est culturel. Donc, c'est quelque chose soit qui peut prendre de la valeur ou non. Mais en tout cas, c'est quelque chose, pour moi, qui a une valeur à la fois intellectuelle et en quelque sorte émotionnelle parce que l'artiste qui les a créés, il les a créés lui avec son cœur et avec un vécu en fait qui est derrière. En fait, quand un artiste crée un album de musique, il donne une partie de lui-même, une partie de son âme en fait. Et donc c'est pour ça, même si j'aime pas forcément la musique, je me dis c'est quand même important de les garder. C'est quand même garder une partie du chanteur ou de la chanteuse ou du bassiste, enfin du groupe quoi. Donc celui-ci s'appelle Annihilator Neverland. Euh, voilà la jaquette. Et comme ça. On voit pas très bien que le blister, hein. Et pareil, hein, on voit le prix derrière. 3 euros. Mais je crois qu'il est passé à 1 euro. Parce que parfois les CD à 3 euros ils passent à 1 euro parce qu'ils font des réductions. Celui-là j'aime un peu moins. Mais c'est un peu de la musique texane. Un peu du Texas, quoi. Un peu cowboy, etc. Mais ça reste intéressant. Disons que c'est pas un style de musique que j'écoute. Bon, ce CD-là, je l'ai fait tomber sur exprès en rentrant à la maison. Donc je vais devoir changer la boîte. Celui-là, j'aime beaucoup. C'est du rock metal. Voilà, c'est cet album-là. Le nom, c'est Interlock Crisis Revention Anticulture. Donc, je remonte. Moi, j'aimais bien la jaquette. Le mec qui se trouve au milieu. Ça fait penser un peu à l'intelligence artificielle ou un peu à la matrice où tu commences à naître et tu es connecté par la colonne vertébrale et on t'envoie des informations sensitives en fait. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Euh, Cet album-là, je trouve sympathique, je peux pas trop dire le style. C'est un peu un style un peu techno, comment dire, c'est un peu électronique, etc. Mais j'aime bien. Donc voilà, il s'appelle Piece of Work. Donc voilà. Et le dernier, j'en ai acheté 8 en tout. Le dernier il s'appelle Armen Six Difference. Et voilà. Je sais pas si on peut lire. Voilà, comme ça vous pouvez voir. Et en fait, les 8 albums, ils m'ont coûté 12 euros pour 8 albums. Donc là, j'en écoute un là, actuellement, mais j'entends pas forcément parce que je fais la vidéo et j'ai le casque autour du cou, quoi. Et je voulais parler un petit peu du végétarisme et du végétalisme. Il y a beaucoup de gens qui croient que faire la différence entre un vegan, un végétarien et un végétalien. Et après, il y a des sous-végétariens. Il y a des végétariens qui mangent le lait, les œufs et le miel. Mais il y a des végétariens qui refusent de prendre des produits laitiers. Donc, ça va être plutôt des ovo-végétariens ou des végétariens qui vont manger uniquement du miel, mais pas de d'œufs ni de lait. Ou ils vont uniquement manger des œufs, uniquement du lait ou pas d'œufs. Et enfin, bref, vous m'avez compris quoi. Et autrement, il y a les végétaliens qui refusent toute alimentation qui est liée aux animaux. Et le véganisme, c'est plus
politique, c'est le refus d'exploiter les animaux sous toutes ses formes. Ça va être par exemple toutes les poules en batterie, etc. Moi, je sais que j'étais végétalien pendant 6 ans à peu près, bien que je sois en... Vu que je mange des œufs et je mange encore je mange des fromages de chèvre, etc. Donc je peux pas vraiment dire que je suis vegan, mais en soi, si il y aura plus d'exploitation animale, je suis plutôt pour. Euh, Même si c'est un peu contradictoire vis-à-vis de mon végétarisme. Mais en tout cas, je refuse de porter du cuir, de la laine ou des produits testés sur les animaux. C'est toujours ça de souffrance en moins. Parce que la laine, elle est produite par des animaux. Par exemple, les moutons, ils vont les tondre et après ils vont les mettre dans des endroits qui sont plutôt froids afin que leur pousse de poils, leur laine, pousse plus vite. Parce que comme ils ont froid, le corps va pousser pousser plus vite la laine de façon à qu'ils puissent être tondus plus rapidement. En fait, c'est de la production et ils sont un peu maltraités parce que c'est à la chaîne quoi. Ils prennent les moutons, ils mettent leurs pieds sur leur tête, ils peuvent plus bouger, ils les tondent comme ça. Limite, ils leur font même peur et même limite mal. C'est un peu cruel quoi. D'autant plus qu'il me semble qu'un mouton de base, non, les moutons actuellement qu'on a pour la laine, ils sont sélectionnés justement pour produire le maximum de laine. Alors qu'à la base, un mouton, s'il serait dans la nature, sans l'intervention de l'homme, il n'aura pas besoin d'être tondu en fait. Parce que sa laine, elle arrêtera de pousser. C'est un peu comme les chiens, hein. Les chiens, leur poil, il tombe, il repousse. On n'a pas besoin de tondre un chien, par exemple, ou un chat. Le mouton, c'est pareil. C'est pareil pour les porcs ou les truies. On les sélectionne pour qu'ils aient le maximum d'enfants, de façon à avoir une maximum de chair porcine, en fait. Et donc, les truies, dans la nature, ils vont peut-être faire 5 ou 6 petits, alors que dans l'industrie, ils vont en faire 15 voire 30 petits. Et en plus, ils sont faits dans des petites cages allongées de façon à ce que la mère ne blesse pas les petits. Les petits vont allaiter leur mère, etc. Ils sont sous lampe infrarouge pour maintenir la chaleur, etc. Donc, c'est pas naturel du tout. D'autant plus que les cochons, les porcs même, parce que quand on dit un cochon, ça veut dire qu'ils sont castrés et généralement, ils coupent la queue du cochon. C'est pour ça qu'on appelle ça un cochon, pour pas qu'ils se mordent la queue et qu'ils se fassent du mal, parce qu'ils sont fermés dans des petits enclos de béton. Et comme ils se font chier, ils se mordent entre eux et tout. Et c'est pas joli à voir, quoi. Et d'autant plus qu'ils ont une intelligence d'un enfant de 3 ans à peu près. Ils ont une cognition plutôt développée, hein. Je veux dire, ils ont quand même des émotions, des sentiments, etc. Et donc on les enferme dans des espèces de cages en béton. 90% justement des porcs sont sur sol, en fait. C'est pas dans une prairie, hein, comme on veut bien le faire croire. C'est pas un truc bucolique. Euh, et donc, voilà, c'est sélectionné aussi. Idem pour les vaches, hein, pour les vaches laitières, c'est pareil. Euh, les vaches, ils sont sélectionnés pour avoir un maximum de production de lait. Et à chaque fois, pour avoir du lait, faut produire un enfant. Et cet enfant-là, si c'est une femelle, elle va finir comme sa mère en vache laitière. Et si c'est un mâle, soit il va être soit utilisé par exemple pour la corrida, parce que ça se pratique encore en Espagne ou dans le sud de la France, il me semble. Mais peut-être que ça a été interdit depuis. Ou soit il va être utilisé par exemple, je sais pas, utilisé pour pousser une charrue ou autre. Mais généralement, les mâles sont pas moins intéressants que les femelles, quoi. C'est pareil pour les poules, hein. Dans des cages à 4, etc. Même sur les œufs, hein, il y a des numéros qui vont de 0 à 3. Les œufs de 0, c'est qu'ils ont un espace, ils peuvent aller dehors, etc., qui sont nourris bio. Les niveaux 1, c'est qu'ils sont un espace un peu plus restreint. Ils sont pas forcément nourris bio. Et les catégories 2, ils n'ont pas d'espace à l'extérieur. Enfin, ils ont plus d'espace, mais ils sont pas nourris bio. Et le niveau 3, c'est les cages à 4, enfin les feuilles à 3. C'est des cages où ils ont la lumière limite 12 heures ou 13 heures par jour pour augmenter la ponte des œufs. Donc c'est pas l'idéal. En tout cas, moi je sais que le jour où j'aurai ma maison, je sais que j'achèterai plus d'œufs du commerce. Parce que c'est vraiment de la cruauté. En tout cas, moi j'en mange encore actuellement parce que je sais que je mange pas forcément équilibré, etc. Et bouffer du soja transformé, etc., ça vaut quand même 3 balles les 200 grammes. C'est quand même relativement cher. Donc c'est pour un côté économique. Mais je sais que le jour où je pourrai arrêter les deux, je le ferai.
Enfin, arrêter les œufs en acheter dans le commerce, quoi. J'essaie d'avoir une dizaine de poules, quoi. Euh, et ensuite, bah, pour ce qui est le véganisme, c'est autre chose. Ouais, c'est comme j'ai dit, c'est l'exploitation. Et un végétalien, bah, il va pas manger tout ce qui est produit animal. Mais après, un végétalien n'est pas forcément vegan. C'est-à-dire qu'il, par exemple, il peut très bien porter du cuir, même si c'est contradictoire en soi, ou porter de la laine. Mais, euh, mais je pense que quand on est végétalien, on est quand même un peu vegan dans le sens où on veut faire le moins de mal possible. Donc ça s'étend en fait. Et le véganisme, c'est plus politique. Ça va être plus dans l'abolition justement de l'esclavage des animaux. Justement, sur Terre, il y a le plus gros zoocide, si je puis dire, bah, de tout ce qui peut exister, hein. On tue à peu près 100 milliards d'animaux terrestres par an, ce qui est énorme. Et je compte pas encore les poissons, etc. Parce que là, on arrive à 1000 milliards. Sans compter, par exemple, si on veut des crevettes, 500 grammes de crevettes, par exemple, bah, on va remonter 10 kilos de poissons. Mais les pêcheurs, ils vont récupérer que les crevettes et ils vont laisser les poissons. Parce que bah, eux, ils sont juste là pour les crevettes, quoi. Ils sont pas là pour les autres poissons, ils seront rejetés à la mer. Bon, bah, c'est pour ça qu'il y a plein de goélands et tout bordel, ou d'albatros, je sais pas trop ce que c'est comme oiseau, qui courent après les chalutiers. Justement, c'est pour bouffer les restes de poissons. Surtout que c'est des bateaux usines où tout est préparé directement congelé, etc. Donc, bah, soit ils vont couper la tête ou la queue, etc. Et après, ils vont jeter ça à la mer directement. Euh, Bah, c'est pas l'idéal, et d'autant plus que quand on remonte un poisson à la surface, déjà ils sont pris dans les filets, donc ils sont pris asphyxiés par ces congénères, parce que généralement ils sont plusieurs milliers. Donc bah, ils sont écrasés dans le filet, et quand ils sont remontés à la surface, bah, leurs organes internes bah, implosent, ce qui est pas très éthique, hein. C'est super douloureux pour eux. Surtout que c'est des animaux, hein, donc forcément. Euh, c'est des animaux, même si c'est des poissons, ils ressentent la souffrance, hein. Même si on les entend pas crier, hein. C'est pareil pour les fruits de mer, hein. Les fruits de mer, c'est pas parce que c'est des mollusques avec une intelligence très limitée qu'on doit les bouffer. Je veux dire, un mollusque, par exemple, on va prendre une palourde. Si elle voit un danger, elle va commencer à s'ouvrir et se déplacer sur le sable. Donc, on voit bien qu'elle fuit un danger ou quelque chose. C'est qu'elle a peut-être pas forcément conscience de son environnement, mais elle a conscience qu'elle peut mourir. Donc, il y a quand même une conscience minimale de survie. Euh, donc, bah, c'est comme même les escargots, hein, tout ce qui est insectes, etc. Tous animaux qui fuient la souffrance ont quand même une certaine conscience d'eux-mêmes. Donc, je pense de ne pas manger les fruits de mer. Bah, c'est parce que ça s'appelle fruits de mer que ça pousse dans des arbres, quoi. Alors, je sais même pas qui a appelé ça fruits de mer, quoi. Mais, d'ailleurs, c'est un nom complètement absurde. On devrait plutôt appeler, je sais pas, des mollusques ou autre chose. Enfin, c'est une catégorie de coquillages, mais je veux dire, c'est pareil pour les huîtres, hein. On les fait pousser sur des bâtons, comment on appelle ça, comme des monocultures en fait. C'est pas vraiment naturel. D'autant plus que j'ai lu un article comme quoi les huîtres, les palourdes, etc., à cause bah, des microplastiques, etc., choper des cancers et donc bah, deviennent impropres à la consommation humaine. Et donc bah, justement, toute la pollution des océans contribue justement à rendre malade tout ce qui est fruits de mer en fait, tout ce qui est animaux marins. Et donc, il faut savoir que bah, tout ce qui est palourdes, coquillages, coques, etc., contribue au bon fonctionnement de l'océan parce qu'ils vont filtrer une partie de la pollution et ils vont filtrer bah, l'eau en fait, en général en fait. C'est un peu des filtres de l'océan et d'autant plus avec les gros chalutiers, on arrive, on défonce tous les cailloux. Sans parler, tout ce qui est BTP, c'est pareil, hein. On va passer, on va ramasser le sable, on va tout défoncer dans le sol. Il n'y a plus d'habitat, plus rien. Après, bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est le cas, quoi. D'autant plus qu'on pourrait faire des habitations en chanvre, par exemple. Le chanvre, qui est une plante qui pousse assez vite. D'autant plus qu'on pourrait servir des fleurs de chanvre, par exemple, pour faire de l'huile, ou même du CBD, ou des choses comme ça. Les graines, on pourrait les utiliser pour les faire germer, pour avoir des oméga 3. Les branches de chanvre, on pourrait les utiliser pour faire des cordes, même de l'isolation. Et en plus, ça dépollue la radioactivité au niveau de l'atmosphère. Donc, c'est super intéressant. C'est une plante bah, qu'on peut utiliser aussi comme thé, par exemple, hein. Mais bon, après, pour absorber tout ce qui est nutriments, etc., il y a certaines molécules, ouais, ouais,
c'est ça, molécules qui sont absorbées, qui sont liposolubles, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de lipides hein, pour être absorbés. Donc, par exemple, vous faites votre thé, vous mettez quelques gouttes d'huile de, je sais pas, d'huile d'olive ou de l'huile peu importe l'huile, hein, de l'huile de tournesol, quelques gouttes, vous mélangez bien et quand vous buvez votre thé avec votre chanvre, si vous faites du chanvre en tisane, quelques gouttes d'huile, par exemple, ça va contribuer à l'absorption de tous les bienfaits du chanvre. En fait. Il faut savoir que dans le chanvre, il y a à peu près 400 substances actives quand même, et on les connaît pas tous. Je fais une différence entre le chanvre et le cannabis. Le cannabis, pour moi, le cannabis, c'est une plante qui a du THC, alors que le chanvre, on a moins de 1%. Donc c'est pour ça, faut faire la distinction. Certains vont dire, bon, c'est la même variété, machin. Après, bon, après, dans le cannabis, il y a l'indica, sativa, et il y a une autre variété qui commence par un R, je sais plus comment ça s'appelle. J'incite pas les gens à fumer, hein, bien sûr. Mais dans le chanvre, je pense qu'il y a comment dire, on pourrait faire des investissements, faire des cultures de chanvre justement, et qui pourraient être intéressants. Et même, pourquoi pas, contribuer à créer même des biocarburants. Hein. Je ne sais pas si c'est possible, mais probablement. En tout cas, ils ont réussi à faire du biocarburant avec des algues. Donc pourquoi pas avec des algues vertes hein, qui polluent nos plages. Pourquoi ils n'essayent pas de faire du carburant avec les nitrates de cochon, avec tout l'élevage qu'ils font avec les porcs. On pourrait très bien utiliser l'algue verte pour faire du carburant parce que bah il dégage du dioxyde d'hydrogène si je me trompe pas. Donc on pourrait très bien récupérer l'hydrogène et en faire un carburant par exemple. Euh, Après c'est toxique hein, bien sûr, c'est pour ça que quand vous voyez une plage remplie d'algues vertes, ne vous approchez pas trop non plus parce que bah, ça peut être toxique pour vous. Hein. Vous pouvez tomber dans les pommes ou être asphyxié sur certains endroits où il y a un haut taux de concentration. C'est d'ailleurs pour ça que quand ils dépolluent les plages, ils font des combinaisons et même des masques à oxygène, hein, des masques à gaz, pour pas respirer les vapeurs de dioxyde d'hydrogène. Euh, mais ouais, je trouve que le chanvre, ouais, c'est super intéressant comme matériau de construction, de corps, on peut faire plein de choses, de la nourriture, on peut faire germer les graines par exemple, faire de l'huile par exemple, on peut l'utiliser pour le médical aussi. Donc c'est une plante intéressante. Mais pour revenir aux animaux, je pense que dans l'avenir, j'en suis sûr et certain, euh, je vais peut-être pas parier, mais parce que je suis pas trop parieur, mais il y a des grandes probabilités que l'être humain aura pas le choix d'arrêter justement de manger ces animaux. Parce que soit bah, il y en aura plus assez, parce que bah, ce serait là il y aura trop de pollution, l'élevage deviendrait trop cher en fait à faire. Et donc, bah, soit ils vont partir sur des insectes, mais qui veut bouffer des insectes? Bon, après, dans certains pays d'Asie, ils en mangent. Ça leur posera pas de problème parce que le rendement, il est beaucoup mieux, hein, en quelque sorte. Ça va être 1 kilo de végétaux pour 1 kilo de protéines, voire peut-être une petite perte, éventuellement peut-être 1 kilo pour 0,9. Donc, c'est beaucoup moindre. Mais nous, en France ou dans les pays riches, on est prêt de bouffer des insectes en tout cas. Mais une chose est sûre, c'est que l'élevage, sur le long terme, c'est pas viable d'ici 20 à 30 ans. Je veux dire, le kilo de steak de vache, hein, parce que généralement c'est de la vache, hein, 80% c'est de la vache réformée, ça va pas être 15 euros le kilo, hein, ou ça va pas être ce prix-là. Hein. Je connais pas les prix, hein, je regarde pas les prix parce que j'en achète plus depuis 2014. Mais ça va pas être 15 euros, hein, ça va être 45, 50, voire même si ce n'est pas plus. Limite, ça va devenir un produit de luxe, quoi. Un peu comme, bah, d'ailleurs, c'est même, il suffit d'y réfléchir, hein. On remonte il y a 60 ans, 70 ans, on mangeait de la chair animale que le dimanche. Hein. Pourquoi? Parce que c'était cher. Hein. Et on utilisait tous les restes de la semaine pour faire justement les repas du week-end. Et généralement, le poulet qu'on faisait le week-end ou le dimanche, c'était justement parce que bah, c'était la fin de semaine et bah, il y avait toujours un bout de chair animale à manger. On n'en mangeait pas 3 fois par jour, enfin 2 fois par jour, comme aujourd'hui, de façon industrialisée. C'est complètement pas naturel. En tout cas, nous, en tant que Homo sapiens sapiens, si on remonte il y a plusieurs milliers d'années, on ne bouffait pas du steak tous les jours, hein, ou du poulet ou quoi que ce soit. On mangeait, bah, là, je pense que notre alimentation était basée plus sur des fruits, des racines, des fruits à coque, des oléagineux, des légumineuses, bah,
à partir du moment où on a découvert le feu, hein, qu'on a commencé à le maîtriser, etc., on a pu faire cuire les racines, etc., qui nous a apporté beaucoup de glucides et des amidons. Bah, la chair animale, ça nous a surtout servi pendant l'hiver parce que bah, il n'y avait pas de végétation à manger. Donc bah, on est obligé de chasser des animaux. Et donc bah, forcément, on n'avait pas trop le choix, quoi. Alors que au jour d'aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, maintenant, on a le choix. Et donc bah, c'est à nous de prendre notre responsabilité pour les générations futures, quoi. Euh, Après, c'est pas un truc de bobo, machin, bidule. Je veux dire, c'est une question d'éthique, de rationalité, qu'il faut savoir que, par exemple, pour un taureau, enfin, je dirais un bœuf, hein, même si c'est un nom industriel, le rendement en termes végétal, c'est 90% de perte, sans parler de la quantité d'eau qu'il faut, hein, pour un kilo de steak de bœuf, ou 15 tonnes d'eau, hein, et 15 kilos de céréales. Enfin, je crois il me semble que c'est un rendement comme ça. Bon, enfin, de toute façon, vous trouverez tout ça sur Internet. Le rendement est catastrophique. C'est pareil pour le cochon, c'est du 1 pour 10. Et pour le poulet, au coquelet, peu importe, c'est du 1 pour 7 ou 1 pour 6. Donc, c'est pas du tout rentable. Mais en tout cas, ouais, le véganisme, c'est pas porter de cuir, pas porter de laine, le refus de porter des cosmétiques testés sur les animaux, etc. Et de toute façon, ils sont pas là pour, enfin, ils sont pas là pour qu'on fasse des expériences sur eux, quoi. Je veux dire, il suffit de prendre du savon d'Alep, un savon qui a 98% d'huile d'olive, et de se laver avec ça, ou même du savon de Marseille, ou du savon noir. C'est des trucs naturels où on se lave depuis des années avec ça. Bon, certes, ça laver les cheveux avec ça, c'est peut-être moyen parce que les cheveux vont c'est pas peut-être forcément bon, bon, après pour se coiffer parce qu'après ils vont coller ou je sais pas comment on peut dire ça et bon ça grippe pas ensemble, mais en tout cas une chose est sûre, avec le savon d'Alep, c'est un savon intéressant, qui vaut pas très cher et qui est pas testé sur les animaux. C'est un produit simple, qu'on peut faire soi-même, même s'il faut, mais bon, après, il faut respecter les dosages, hein, parce qu'il y a quand même des acides dedans, il me semble. Enfin, peut-être pas dans le savon d'Alep, mais en tout cas, une chose est sûre, ça reste quand même beaucoup plus naturel que les bains moussants ou les machins qu'on achète en grande surface avec du plastique dedans. En tout cas, moi, je me lave avec du savon d'Alep. Savon de Marseille, bah, j'en ai pas, mais en tout cas, moi, j'utilise du savon d'Alep. Dernièrement, j'ai acheté du savon à base comment on appelle ça, de lipides, enfin de graisse de noix de coco. Ça marche très bien. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 produits cosmétiques. Il suffit d'aller sur du simple. Comme vous pouvez le constater, dans les produits de luxe, par exemple, ils vont mettre beaucoup de produits. Ils ont une liste énorme de produits, même des trucs super rares, genre qui va être à 0,01%. Mais à quoi ça sert alors qu'il suffit de mettre 3 ou peut-être 5 produits qui sont très efficaces et qui vont marcher pour la peau. Il n'y a pas besoin de les chercher compliqué. Après, je comprends quand les gens veulent prendre soin d'eux, etc. Mais il n'y a pas besoin de chercher des listes énormes de produits pour se mettre sur la peau, quoi. Je veux dire, 5 produits, mélangés ensemble, les bons produits, et ça fait un très bon produit pour se laver, quoi. Euh, ouais, bah, le cuir, c'est pareil, comme je disais, là je reviens sur le cuir, c'est pareil, hein, on va pas porter de la peau des animaux, hein, c'est un peu. Ça, c'est les hommes Cro-Magnons, hein, la préhistoire qui faisait ça, hein, pour se vêtir, hein. Nous, maintenant, on a des machines on peut faire ça avec du coton, on a du polyester. Bon, après, bon, le polyester ou des choses comme ça, c'est à base de pétrole, certes, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal en termes d'écologie, mais en tout cas, ça ne fait pas souffrir les animaux. Et en termes de durabilité, je pense que c'est quand même intéressant. C'est sûr que c'est mieux de ne porter que 100% coton. Moi, je sais que je ne supporte pas les choses en acrylique. Euh, Là, tout ce que je porte, moi, c'est du coton. Tout ce qui est acrylique, même les boxers, hein, les boxers en acrylique, c'est horrible. Quand je mets ça sur ma peau, j'ai l'impression de transpirer, de me piquer. C'est comme si j'avais des cristaux de sel sur le corps. C'est insupportable. Donc, bah, des caleçons 100% coton. Je pense rien d'autre, et que du coton. Et si possible, non traité. Après, bah, en fait, plus le coton est blanc, plus il a été traité par du chlore, etc. Donc, c'est pas bon pour l'environnement. Bon, c'est à nous de faire attention. Après, si on a un choix de faire prendre un t-shirt à 5 euros, prendre un t-shirt à 20 euros, vaut mieux prendre le t-shirt à 20 euros qui n'a pas été traité, etc. Même si pour ce prix-là, vous aurez pu avoir 4 t-shirts, il vaut mieux avoir un bon t-shirt qui vous a coûté 20 euros et avoir bonne conscience et que vous savez que vous avez contribué justement à l'agriculture de coton, peut-être raisonnée. Parce qu'il faut savoir qu'en Inde, par exemple, avec Monsanto, je crois que même il a été racheté par Bayer, mais peu importe, il y a des agriculteurs qui se suicident, hein,
parce que justement, ils mettent tellement de produits dans leur agriculture que bah, maintenant leur terre est complètement pauvre. Ils peuvent plus pousser sans produits chimiques. Et donc, bah, ils promettaient des rendements meilleurs. Mais certes, les premières années, c'était peut-être des rendements meilleurs. Mais au fil des années, ça a décliné parce que la terre, justement, elle n'avait plus absorbé l'eau. Ça a commencé à créer comment on appelle ça, de la boue, quoi. Et l'eau, elle était plus du tout absorbée par la terre. Et c'est comme ça, bah, qu'il se passe qu'il y a des inondations, des effondrements comment on appelle ça, je sais plus comment on peut appeler ça, mais ben, il y a un effondrement, tu sais, un peu des buttes de terre qui s'effondrent. Des choses comme ça, ou par exemple dans les, comment on appelle ça, au bord des plages, il y avait souvent des plantes avec des grandes racines qui permettaient de maintenir le sable au niveau des plages. Bah, c'est pareil, hein, ils disparaissent. Pareil pour les insectes, hein, il y a au moins 80 ou 90% des insectes qui disparaissent, qui sont importants pour la biodiversité. Par exemple, aussi au Japon, avec le réacteur Fukushima, il me semble, ou un truc comme ça. Je ne sais plus si c'est vraiment ça le nom de la ville. En tout cas, il y a un réacteur nucléaire qui a fui. C'est une zone morte, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus rien. En tout cas, moi, c'est pas une planète que je veux offrir aux futures générations. Moi, je sais qu'actuellement, j'ai pas d'enfants. Mais si par chance j'arrive à en avoir, déjà que j'ai une copine, mais mais si j'ai un enfant, je sais que je ferai tout mon possible pour qu'il ait la meilleure planète possible. Et je sais que ce que je lui prépare pour l'avenir, euh, il aura quelque chose, il aura une maison en tout cas. Et je sais qu'il aura de quoi se nourrir. Parce que mon projet à long terme, c'est de faire un verger avec plein d'arbres fruitiers, avec un potager suffisamment grand pour nourrir au moins une famille de 3, voire 4. Euh, Peut-être que je vais peut-être pas réussir, je sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer. Et je sais que les arbres fruitiers, sur le long terme, c'est très rentable. Parce qu'un pommier d'une dizaine d'années, voire un peu plus, peut donner jusqu'à 40 kilos de pommes, par exemple. Voire un pommier, c'est pareil. Donc, si j'ai une dizaine d'arbres fruitiers, voire ou même plus, je sais que je pourrais avoir plusieurs, même limite arriver à la tonne, hein, de fruits. Enfin, je l'espère en tout cas. Après, bah, je vais essayer d'en vendre un petit peu et d'en donner éventuellement. Faire des compotes, je sais pas, peut-être faire des jus de fruits, etc. pour revendre. Faire des bouteilles consignées, qu'on ramène et qu'on a une réduction, etc. Mais en tout cas, je sais que si j'ai un enfant, moi, je sais qu'il aura une terre cultivable, et, qu'il aura une maison. Certes, sera peut-être pas un château. Ce sera peut-être un truc qui fera 30 mètres carrés ou 60 mètres carrés, ça dépend, bah, parce que moi, je voudrais aboutir sur 60 mètres carrés, hein. Mais si c'est 30 mètres carrés, bah, ça lui suffira, hein, je pense, pour commencer. Il aura une terre pour manger. Et je sais que d'ici 40 ou 50 ans, euh, s'il a des enfants à son tour, vu l'état actuel de notre société, il sera super content de mes petits-enfants d'avoir une terre agricole à cultiver, qui n'est pas dégommée par des pesticides. Et en moins, quand on voit les fruits et les légumes, le prix que ça coûte dans les magasins, je me dis qu'il sera 100% rentable en termes de rendement, etc. Et je me dis que c'est pour parrainer mon futur enfant si j'en ai un. Et si j'en ai pas, bah, je sais que j'en ai pas là mon père. Ça va être. Il y a des fortes probabilités que ce soit bah, Julian et Thaïs, les enfants de ma sœur, qui hériteront de la maison. Donc voilà. Bon, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Et je vous dis tchuss.